votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Une fois n'est pas coutume, on parlera cinéma ce mercredi matin avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas. Bonjour Philippe. Avec nous, merci d'avoir décalé ce rendez-vous cinéma ce mercredi matin pour parler des films que nous allons pouvoir retrouver notamment dès aujourd'hui dans les salles obscures. On est là parce qu'il y avait un petit problème technique hier. On ne pouvait pas s'empêcher de parler de cinéma parce que l'actualité cinématographique est chargée, surtout en cette période du Festival de Cannes. Et je crois que vous allez nous en parler d'ici quelques instants. On va découvrir les films de la semaine et puis un interview avec Victoria Musildac. Oui, qui sort son premier film, Première Affaire, un coup de cœur qui est à découvrir dès aujourd'hui au cinéma. On commence par Emilia Pérez. Oui, le Festival de Cannes bat son plein, comme vous l'avez dit Philippe, et si certains films en compétition sont loin de faire l'unanimité, comme le Mégalopolis de Francis Ford Coppola, qui divise beaucoup, il y a un film qui a fait l'unanimité lors de sa projection cannoise samedi soir, et qui pour le moment est un des grands favoris pour la Palme d'Or, c'est Emilia Pérez, le nouveau film de Jacques Audiard. Alors... le réalisateur français a conquis la croisette avec ce film atypique, un mi-chemin entre la comédie musicale et le film de gangster. C'est son 10e long métrage après Sur mes lèvres, De rouille et d'os, Un prophète ou 10 pannes, pour lequel il avait déjà gagné la Palme d'Or en 2015. Philippe, Jacques Audiard, cette fois-ci, change une fois de plus de registre. Emilia Pérez, c'est une comédie musicale en espagnol, interprétée par des superstars mondiale. On y retrouve notamment Zoé Saldana, la Na'vi d'Avatar, et la chanteuse et actrice Selena Gomez, qu'on a pu croiser autant chez Woody Allen que chez Disney. Et Emilia Pérez raconte l'histoire de Rita, une avocate surdouée qui est enlevée par Manitas del Monte, un chef de cartel de Mexicain qui veut changer de sexe, et Rita va devoir organiser la transition de genre de ce criminel. La musique, Philippe, a été composée par la chanteuse Camille, et ça sort fin août, et on est très impatient de découvrir Emilia Pérez. Évidemment, histoire à suivre. Un petit truc en plus ? Mais oui, on reparle ce matin de ce coup de cœur populaire et critique. Un petit truc en plus, vous le savez Philippe, la comédie d'Artus fait un tabac, elle bat des records au box-office. Et c'est mérité car le film est franchement une réussite. Alors l'équipe du film va monter les marches à Cannes ce soir, et Artus dénonçait la semaine dernière le fait qu'aucune marque de luxe n'ait accepté d'habiller les 11 comédiennes et comédiens en situation de handicap qui jouent dans le film, et sont tous incroyables. Finalement Philippe, je vous rassure, tout est bien qui finit bien, et tout le monde sera bien sapé ce soir, puisque le groupe Kering, qui détient notamment les marques Gucci, Balenciaga et Yves Saint Laurent, a confirmé sa volonté d'habiller tout le monde par la voix de son PDG, un certain François Pinault. Comme quoi, un petit truc en plus fait vraiment bouger les lignes, et agit pour une meilleure représentativité et une meilleure inclusivité des personnes en situation de handicap. Comme quoi, un film peut changer les choses. Eh ben oui, on est plutôt content. Allez, on termine avec... The Apprentice. The Apprentice, c'est un film qui a été projeté lundi soir à Cannes, un film très attendu, Philippe, sur les jeunes années d'un certain Donald Trump, entrepreneur immobilier aux dents longues dans le New York des années 70. On y découvre dans ce film les appuis politiques dont il disposait déjà à l'époque, notamment celui de Roy Cohn, un des proches du très controversé sénateur McCarthy. On peut découvrir quelques images volées sur le tournage de ce film, dont aucune bande-annonce n'est encore sortie. Il a simplement été projeté lundi soir à Cannes. Il est signé du réalisateur d'origine iranienne Ali Abazi, et on retrouve dans la peau du jeune Trump l'acteur Sebastian Stan, connu pour son rôle de Carter dans la série Gossip Girl, ou de Bucky dans la trilogie Captain America. Les jeunes années de Trump dans The Apprentice, ce sera à découvrir en septembre au cinéma. Très bien, merci beaucoup Thomas Lécuyer. On passe au film à voir dès aujourd'hui en salle, et on commence par Barbarella. Alors non, on passe aux news de la semaine, qui ne sont pas que Cannes, parce que finalement, il y a Cannes, il y a aussi tout le reste qui continue de tourner. La Planète Cinéma continue à tourner, même si elle est à Cannes presque exclusivement. Barbarella, c'est une des rares figures de la pop culture des années 60, moitié super-héroïne, moitié astronaute, à ne pas encore avoir eu droit à son remake avec l'incroyable Jane Fonda. L'aventurière est envoyée en mission par le président de la Terre pour tenter de retrouver le
savant Durand, qui aura donné son nom plus tard au fameux groupe de musique. Le savant Durand, il a inventé une arme destructrice, le positron. Eh ben, Barbarella va faire son grand retour au cinéma après le film culte réalisé par Roger Vadim en 1968. C'est un projet qui traîne depuis très longtemps. Dès 2008, Robert Rodriguez, à qui on doit notamment Sin City et Une nuit en enfer, était sur le coup avec Rose McGowan, avant que Nicolas Winding Refn, qui a signé Drive, ne soit envisagé en 2013. En 2022, Sony a sérieusement relancé la machine avec Sydney Sweeney en actrice et productrice exécutive et Edgar Wright, qui a signé notamment Baby Driver en réalisateur. Le film devrait sortir en 2025. Et si vous vous souvenez, Philippe, en 1968, c'était vraiment un film révolutionnaire, féministe et avant-gardiste. On espère qu'il en se fera autant de cette version 2025, Barbarella. Je m'en souvenais pas, mais en tout cas, merci pour l'info. Natacha, hôtesse de l'air. Alors, est-ce que vous vous souvenez de Natacha, hôtesse de l'air, qui a fait chavirer le cœur de milliers de jeunes garçons, dont le mien, et fait rêver des milliers de jeunes filles? Eh bien, Natacha, 23 albums de bande dessinée publiés depuis sa création en 1970, 5 millions d'exemplaires et des aventures dans le monde entier. Natacha va débarquer au cinéma en chair et en os en 2025 avec l'actrice française Camille Lou dans le rôle titre et Noémie Saglio, à qui l'on doit notamment Connasse, princesse des cœurs, à la réalisation. On retrouvera aux côtés de Camille Lou Vincent de Dienne dans la peau du steward Walter, ainsi que Fabrice Lucchini à l'affiche de cette adaptation qui s'annonce alléchante. Très bien, c'est noté. Un gentleman à Moscou. Oui, on finit ces news de la semaine avec le grand retour d'Ewan McGregor dans une série britannique historique à découvrir dès le 30 mai en exclusivité sur Canal+. A Gentleman in Moscow nous plonge dans la Russie post-révolutionnaire des années 20, déchu de son titre d'aristocrate et dépouillé de ses biens, le comte Rostov est assigné à résidence à vie dans les combles du Grand Hôtel Métropole de Moscou, une sorte de prison de luxe, de cage dorée. Pour lui, les années passent, il va rester enfermé dans cet hôtel, observer les changements du pays, rencontrer plein de personnalités inattendues. 8 épisodes de 52 minutes à découvrir dès le 30 mai sur Canal+, avec l'immense Ewan McGregor. Ah ouais. Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Alors c'est mardi cinéma, un mercredi, c'est un peu particulier. Les films à l'affiche dès aujourd'hui dans les salles obscures avec le top de la semaine et Furiosa pour commencer. Vous savez, moi je voulais vraiment venir ce matin parce que je ne pouvais pas ne pas vous parler de Mad Max Furiosa. 9 ans après Fury Road, le conteur furieux George Miller fait à nouveau rugir les moteurs dans Mad Max Furiosa, un préquel essentiel pour mieux comprendre les enjeux du monumental opus précédent. Il y a 9 ans, Mad Max Fury Road avait changé la face du monde du cinéma. Ça a été une claque monumentale. Alors s'il est un peu moins impressionnant et fait un tout petit peu moins d'effet que Fury Road, ce nouvel opus reste une intense expérience de cinéma, mise en scène avec une rage, une énergie et une virtuosité qui emporte absolument tout sur leur passage. Alors George Miller, depuis le premier Mad Max en 1979, en fait il raconte toujours la même histoire. C'est comme une espèce de conte qui est sans cesse remis au goût du jour, qui est raconté par une autre voix, une autre personne. Donc c'est pas vraiment des suites, c'est à chaque fois des personnages différents, à chaque fois un mythe revisité. Ça s'éloigne jamais trop du format initial de la saga, le Vigilant Movie, où en fait un héros, en l'occurrence ici une héroïne, est prêt à braver tous les dangers et à défier la mort juste pour aller au bout de sa vengeance et éparpiller les coupables de ses souffrances façon puzzle. Mais Furiosa, évidemment, comme tous les films de George Miller, c'est bien plus que ça. Là où Fury Road était une course-poursuite géante qui s'étalait sur 2 jours et 3 nuits, Furiosa prend des allures de quête homérique, raconte le destin de ses personnages sur plusieurs années, multiplie d'ailleurs les évocations à la mythologie grecque, le cheval de Troie notamment, le mythe de Prométhée. Il y a un char antique phénoménal qui appartient au méchant Dementus dans le film, qui est tiré par 3 Harley-Davidson augmentés. Visuellement, c'est incroyable. L'histoire est ample, elle propose pas mal de clés pour comprendre cet univers post-apocalyptique. C'est très spectaculaire sur la forme. Et sur le fond, eh bien, le film enfonce encore plus le clou. Il met en scène une humanité qui a provoqué sa propre perte, qui dévaste la planète à coups de guerre nucléaire et de surexploitation pétrolière. C'est un film brillant, un film spectaculaire, c'est un nouveau chef-d'œuvre. Et c'est à voir Furiosa dès aujourd'hui au cinéma. Alors il faut essayer d'aller le voir sur le plus grand écran possible. Ouais, ça a vraiment l'air bien, effectivement. Là, on va rester scotché au siège, ça fait du bien, c'est ma commande. Tout à fait. Voilà, Mad Max, donc Furiosa, dès aujourd'hui
Au cinéma, on change de décor avec Première Affaire. Oui, le premier film de Victoria Musidlac qu'on recevra en interview tout à l'heure. Première Affaire, c'est l'histoire de Nora, une jeune avocate fraîchement diplômée qui souffre un peu de son manque d'expérience et cherche sa légitimité alors qu'elle est propulsée dans sa première affaire pénale. Alors on va la suivre de sa première garde à vue jusqu'au suivi de l'instruction et elle va découvrir tout au cours de ce chemin professionnel la cruauté du monde qui l'entoure, dans sa sphère professionnelle comme dans sa sphère privée. Elle va être emportée par sa frénésie de bien faire, elle va multiplier les erreurs, elle va se mettre en danger, elle va en venir à questionner ses propres choix. Première Affaire, c'est donc le premier long métrage de Victoria Musidlac et c'est aussi le premier grand rôle d'une actrice, une vraie révélation, Noé Habitat, et dans les deux cas, ce sont des révélations. Victoria Musidlac aussi signe un film très fort, puissant, impeccablement mené, qui sait à la fois gérer la tension permanente qu'il entretient pour plonger le spectateur dans les arcanes de cette procédure judiciaire, et aussi dresser le portrait intime de cette jeune femme habitée par la vocation, mais qui va souvent pécher par inexpérience autant que par bonne volonté. On est à mi-chemin, Philippe, entre la chronique judiciaire, l'enquête et le portrait intime de cette jeune femme qui voit dans sa carrière naissante la possibilité de se réaliser, de s'affirmer et de s'émanciper de son milieu social d'origine. Bref, c'est un premier film très maîtrisé et surtout la révélation d'une formidable comédienne, Noé Habitat. Très bien. Alors justement, vous avez rencontré la réalisatrice de ce film, à voir aussi dès aujourd'hui dans les salles obscures, Victoria Musidlac. Oui, elle apporte de nombreuses thématiques à travers ce film, comme je viens de le dire, et elle nous explique notamment comment lui est venue l'idée d'explorer en profondeur la complexité du métier d'avocat. Les policiers vous ont placé en garde à vue pour vous interroger dans le cadre d'une enquête pour enlèvement et séquestration. Je vais vous aider à raconter votre histoire aux policiers. Il y a eu une fille dans mon entourage qui était avocate, une jeune fille que je connais depuis l'enfance. Qui était avocate collaboratrice dans un cabinet pénal des affaires, qui s'est retrouvée en charge de sa première affaire. Et c'est vrai qu'en quelques temps, très rapidement, je l'ai vue changer. Elle s'occupait d'une affaire de pédophile. Et en quelques mois, elle est passée d'une jeune fille introvertie et peu assurée à une femme, quoi. Et donc ça m'a beaucoup intéressé sur aussi l'impact de nos métiers sur nos personnalités. Et à quel moment, comment, en fait, pour entrer dans la société elle déforme notre personnalité pour intégrer une fonction. On est dans un univers, là c'est le cas de Nora, elle est dans une famille avec un lourd héritage familial, et plus c'est lourd, plus il y a des histoires de guerre, d'immigration, plus c'est difficile aussi de s'en détacher. Et ensuite, on se construit pour s'intégrer et trouver une fonction dans la société. Et donc là, c'est là-dessus. Un corps a été retrouvé dans le champ des loges, là où t'étais. La garde à vue vient d'être requalifiée d'homicide volontaire. Le sujet de la morale, il est primordial dans le film. Le sujet de la morale, c'est vraiment la différence entre la société, la justice. Donc la société, elle est morale. La morale, c'est ce qu'on partage tous. Et est-ce que la justice, elle est morale ? Non, pas forcément. Est-ce qu'un avocat cherche la vérité dans son travail et a une vision de morale des choses ? Non plus. Voilà. Après, un avocat, c'est différent d'un juge ou d'un magistrat. Un magistrat, il cherche la vérité. Un avocat, là, je démontre, c'est le sujet du film, c'est que ça ne cherche pas la vérité, mais ça défend le point de vue de quelqu'un. Voilà, et c'est pas là pour juger la personne qui défend quelle qu'elle soit. Garde à vue, l'instruction, les flics, du temps perdu et un paquet d'emmerdes. C'est vous qui m'avez envoyé sur cette affaire. Tous les personnages, ils sont ambigus dans le film. Nora, elle arrive c'est un personnage qui est immature, qui est bercé d'illusions, qui fantasme un peu son métier, qui s'y est pas confronté, qui le connaît théoriquement parce qu'elle a fait des études, mais qui connaît pas la réalité du terrain. Et elle se confronte à des personnages qui sont, eux, installés, enfin en tout cas pour le policier, et elle se confronte de toute façon à des personnages qui sont tous ambigus. Moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est de montrer, parce que comme dans la vie, en fait, les choses sont pas manichéennes, et en général, les choses sont ambivalentes souvent, et ça fait partie aussi de l'être humain. J'ai peur. S'il se prend 30 ans de prison à cause de moi. Il y a des gens qui sont en prison qui n'ont rien fait et des assassins en liberté, c'est comme ça. C'est Churchill qui dit ça. Il dit la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme.
Et je pense que de toute façon, pour faire entreprendre quelque chose, il faut pas avoir peur de l'échec et que la différence entre les gens, c'est ceux qui s'arrêtent et ceux qui continuent. Et là, c'est vraiment là-dessus, c'est-à-dire qu'elle se projette dans la vie, elle essuie des échecs et elle apprend. Et pour moi, c'est essentiel en fait. Racontez-moi ce qui s'est passé.